Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau webinaire SICAV Online. Je suis Frédéric, responsable de la gestion privée, c'est-à-dire que je m'occupe de la relation et de l'accompagnement de nos clients et j'ai le plaisir aujourd'hui d'être accompagné de Padma Fatemi. Bonsoir Padma. Bonsoir Frédéric, merci de m'avoir convié à ce webinaire sur les ETF. Moi, je représenterai donc SICAV Online en ma qualité de responsable pôle produits financiers et je prendrai ma casquette d'animation compte type PEA pour sicavonline.fr. Avec plaisir, merci à toi et bienvenue à tous encore une fois. L'intitulé du webinaire aujourd'hui est, comme vous le voyez à l'écran, comment sélectionner et se construire un portefeuille d'ETF. Nous sommes partis du postulat que les ETF, depuis pas mal d'années maintenant, se sont beaucoup démocratisés, notamment auprès des investisseurs particuliers. L'offre s'étoffe progressivement et aujourd'hui, on a des centaines et des milliers d'ETF. Donc, parfois, il est un peu dur de s'y retrouver dans sa recherche et dans sa sélection. On va essayer aujourd'hui de vous donner, de vous guider quelques informations pour que vous puissiez vous-même rechercher vos ETF et vous construire un portefeuille. Le plan du webinaire s'affiche actuellement à l'écran. Dans un premier temps, Padma va vous présenter l'ETF. Qu'est-ce qu'un ETF? Sa définition, son fonctionnement également. Dans un second temps, nous verrons ensemble quelques étapes clés pour vous aider à bâtir votre portefeuille. Et dans la dernière partie, nous prendrons du temps pour vous donner des informations et certains critères pour sélectionner vos ETF. Padma, je te laisse la main, c'est toi qui commence. Merci beaucoup Frédéric. Alors, je vous propose de définir ou de redéfinir effectivement un ETF. Pour certains, vous maîtrisez peut-être déjà ce sigle, mais un ETF, c'est un fonds d'investissement qui vise à répliquer la performance d'un indice. C'est pour ça aussi qu'on les appelle des fonds indiciels ou des trackers, qui vient du terme anglais to track, qui vont donc dire suivre, puisque ces ETF vont suivre et reproduire fidèlement la performance de leur sous-jacent. Alors, ils vont suivre la cotation qui est donc un indice boursier. Et avant d'aller plus loin, je vous propose qu'on redéfinisse ce que c'est qu'un indice. Un indice, finalement, c'est un panier de titres qui vise à représenter l'évolution d'un certain marché ou d'un certain segment de marché. Vous en connaissez certainement certains. Parmi les plus connus, on va retrouver l'Eurostock 50, qui va donc représenter l'évolution des 50 grandes capitalisations de la zone euro. On peut prendre un autre exemple, le Nikkei 225, qui lui est un indice qui va représenter l'évolution des grandes capitalisations cotées en bourse au Japon. Et finalement, un fonds indiciel, donc un ETF indiciel, c'est un instrument financier qui a pour objectif de répliquer fidèlement la performance de son indice. Par exemple, l'Eurostock 50, on va répliquer la performance de l'indice de la zone euro et va donc suivre l'évolution des positions de son indice sur un même laps de temps. Vous voyez ici à l'écran, on a l'ETF représenté par la courbe violette qui va essayer de reproduire la courbe bleue qui est donc celle de son indice. Alors, si on se trouve aujourd'hui à parler des ETF, c'est qu'on voit qu'il y a un intérêt très grandissant quand même pour ce type d'instruments financiers. Ils ont été créés dans les années 70 et se sont fait progressivement connaître du grand public, surtout dans les années 2000, avec une collecte qui a littéralement explosé en 2009, comme vous pouvez le voir ici sur le début de la courbe. Alors, pour vous donner quelques chiffres un peu plus récents, en 2022, puisqu'on est sur une année pleine et consolidée, la collecte globale des ETF dans le monde a représenté plus de 800 milliards d'euros et a même franchi la barre des 8 000 milliards d'euros en termes d'encours, donc l'encours global des ETF dans le monde. Donc, on est sur des ordres de grandeur assez importants. Aujourd'hui, il existe des milliers d'ETF à travers le monde et rien que sur Euronext Paris, vous pouvez avoir accès à plus de 1300 ETF cotés. Alors, qu'est-ce qui explique l'intérêt pour ces ETF? Aujourd'hui, c'est notamment effectivement les avantages qu'il propose. Le premier, c'est la diversification. Investir dans un ETF, par essence, c'est déjà un fonds diversifié. Donc, ça revient à investir dans une part d'ETF, c'est comme si vous investissiez dans une dizaine, voire une centaine de titres différents. Ensuite, l'accessibilité, effectivement, puisque le ticket moyen pour un ETF est quand même très accessible, on parle d'une dizaine d'euros,
et aussi, bien sûr, la liquidité, puisque les ETF sont des produits cotés en bourse et sont donc facilement échangeables sur le marché. Mais les ETF sont surtout connus pour leur politique de frais réduits même, puisqu'ils sont, on parle de gestion passive finalement pour ces ETF qui ne nécessitent pas beaucoup de gestion de la part de l'investisseur. Et donc, par conséquent, ils vont avoir des frais très réduits et parmi les plus bas du marché en comparaison avec des OPCVM. En moyenne, on dit quasiment jusqu'à 8 fois moins cher qu'un OPCVM sur les frais de gestion. Pas de droit d'entrée et l'investisseur va juste s'acquitter de quelques coûts de transaction qui représentent une dizaine d'euros par instrument financier. Alors, en contrepartie de ces avantages, il y a toujours des risques, comme n'importe quel produit sur les marchés financiers. Le premier, c'est le risque de perte en capital, qui est donc inhérent à tout investissement, puisque l'ETF vise à répliquer la performance d'un indice. Mais cet indice est lui-même soumis aux fluctuations du marché, à la hausse comme à la baisse. Donc, il y a un risque de perte en capital. Un autre risque plus spécifique à l'ETF, que vous définira tout à l'heure Frédéric, c'est ce qu'on appelle le tracking error, qui va donc être un risque, qui va mesurer le risque d'écart de performance entre la performance de l'ETF et celle de son indice. On reviendra un peu plus amplement sur le sujet tout à l'heure. Il peut exister un autre type de risque, qui est donc le risque de change, uniquement si l'ETF est investi dans des sous-jacents en devises étrangères. Pour vous donner un exemple, si un ETF est investi sur des actions américaines, il va donc être valorisé en dollars. Il y a donc un risque de change sur le dollar. Mais il existe des moyens pour couvrir ce risque de change et réduire la volatilité du portefeuille. On en parlera tout à l'heure. Et enfin, pas un risque, mais plutôt un inconvénient, l'absence de droit de vote à l'Assemblée générale pour une société cotée. Bon, c'est un inconvénient qu'il faut quand même prendre en considération. Alors, on a vu les avantages et les risques de ce type de produit, mais la question qu'on se pose, c'est leur fonctionnement. Comment ils font pour répliquer un indice et donc la performance de la cotation de leur sous-jacent. Aujourd'hui, il existe deux manières différentes de répliquer un indice. On parle de réplication physique versus une réplication synthétique. Alors, si vous le permettez, aujourd'hui, je vais m'attarder un peu plus sur la réplication physique, puisqu'ils sont plus largement utilisés aujourd'hui sur les bourses européennes. On parle d'ETF à réplication physique quand un fonds indiciel va avoir pour objectif de répliquer fidèlement, c'est vraiment le terme, fidèlement, les valeurs qui composent son indice. Je vais rentrer un peu plus dans le détail. Ces ETF vont non seulement acheter des actions dans des proportions identiques, mais ils vont également détenir ces titres avec une pondération qui est donc la même que celle de son indice. On parle alors de réplication totale et j'espère que l'exemple sous les yeux pourra illustrer cette réplication qui est extrêmement fidèle entre l'indice et l'ETF. À l'opposé, vous allez retrouver également la méthode de réplication synthétique. Alors celle-ci, c'est plutôt pour s'ouvrir à des marchés plus difficiles d'accès, comme par exemple les matières premières, le pétrole, l'or, le blé. L'ETF ne va pas détenir les titres et va utiliser d'autres moyens, comme des produits dérivés, pour essayer d'atteindre le même objectif de performance avec une réplication partielle des titres. Sans les détenir, encore une fois, c'est extrêmement important. C'est la distinction majeure entre les deux. J'espère vous avoir donné toutes les informations sur le fonctionnement, mais Frédéric va continuer sur la présentation du portefeuille et comment le construire pour vous aider dans cette prochaine étape. Effectivement, merci Panna. Très bonne présentation. Voilà, en deux mots, ce qu'il faut retenir, c'est que votre ETF réplique un indice ou un panier d'actions qui est connu, donc un instrument financier très transparent. Dans un second temps, je vais vous présenter rapidement quelques étapes clés pour construire votre propre portefeuille, votre allocation. On va commencer tout de suite. Donc, dans un premier temps, très important, c'est de définir sa situation personnelle. Ça va commencer tout de suite par définir sa propre situation patrimoniale. Vous pouvez vous faire rapidement votre propre bilan patrimonial, actif, passif, l'ensemble de vos revenus, la typologie de vos revenus, patrimoine immobilier, patrimoine financier. Comme on est dans le patrimoine financier, voilà. Est-ce que vous possédez, par exemple, déjà des portefeuilles de titres? De quel type? Comment sont-ils investis? Voilà. Positionner cette future allocation, ce futur portefeuille
dans votre patrimoine et dans votre patrimoine financier. C'est important. Dans un second temps, voilà, établir soi-même le risque qu'on est prêt à supporter, que l'allocation va supporter. C'est directement lié à votre objectif et à votre horizon d'investissement. Des choses connues, mais c'est vraiment important, je pense, de se poser la question, son objectif d'investissement. Qu'est-ce que je vais chercher avec cette allocation d'ETF? La valorisation de capital à long terme, la préparation d'un projet, un complément de revenu pour la retraite. Voilà, il en existe bien d'autres. C'est important de bien le définir. Et l'horizon d'investissement qui sera directement associé sur du court terme, sur de moyen terme. Bien évidemment, généralement, dans les investissements, il est recommandé d'investir sur le long terme. Une fois que j'ai défini ma situation patrimoniale, c'est ce que nous, on appelle la connaissance client. Donc, c'est votre connaissance à vous. Voilà, c'est de bien maîtriser, de bien savoir dans quoi je m'engage et dans quel titre financier je vais investir. Padna, ici, on est avec les ETF. Padna vous les a bien présentés. Voilà, c'est bien important d'avoir cela en tête, de bien connaître aussi les indices sur lesquels vous allez investir via ces ETF et leur composition. Voilà, c'est tout des mécanismes, des titres. Il faut avoir connaissance, savoir surtout sur quoi je vais investir et par quel biais. Dans un troisième temps, qui viendra logiquement, ça va être le choix de votre enveloppe. Une fois que vous avez déterminé votre situation personnelle, que vous avez bien compris dans quoi aller investir, choisir son enveloppe. Aujourd'hui en France, principalement, la détention d'ETF, elle va venir par le biais d'un compte titre, d'un PEA ou d'un contrat d'assurance vie. Chacun a ses propres spécificités, notamment fiscales. Je vous invite à vous rendre sur notre site où tout est clairement expliqué. Une fois le choix de l'enveloppe fait, vous allez pouvoir vous-même vous faire votre allocation. Une allocation diversifiée, c'est toujours recommandé. Aujourd'hui, voilà, nous avons pris une allocation à titre d'exemple. Voilà, c'est pour illustrer notre webinaire. Ce que nous souhaitons mettre en avant aussi, c'est que les ETF aujourd'hui peuvent permettre d'investir sur toutes les classes d'actifs qu'on vous avait présentées ici à l'écran, sur les actions, sur le marché obligataire, sur le marché monétaire, et de pouvoir se faire un portefeuille qui est complet. Ici, dans le second anneau, nous vous avons présenté ce que nous, on appelle des grandes catégories. Ça peut être des zones géographiques, des types d'obligations, par exemple. Dans le troisième anneau, on a mis des sous-catégories qui elles-mêmes appartiennent à leur grande catégorie. Et normalement, toutes ces sous-catégories et ces grandes catégories pourront se voir attribuer un ETF pour composer votre allocation. Une fois que vous avez déterminé votre allocation, on va passer maintenant à la sélection des ETF, partie très importante, et on va commencer tout de suite. Donc, on a récupéré voilà, les ETF actions, notre classe d'actifs actions pour notre allocation. L'idée, c'est comment démarrer ma recherche. Vous allez devoir donc utiliser dans votre recherche, ça va être beaucoup de terminologie, donc des mots-clés, et notamment les mots-clés directement des catégories ou des sous-catégories que vous recherchez. On va vous illustrer ça tout de suite. Par exemple, sur les actions, vous pouvez chercher des ETF sur des grandes zones géographiques. Ici, on a pris le monde, un ETF monde global, les marchés émergents et l'Asie. Je ne l'ai pas dit, dans les ETF, ce sont quand même des instruments internationaux. Il y a beaucoup d'anglicismes, donc n'hésitez pas à utiliser essentiellement des termes anglais. Donc, par exemple, pour monde, le terme World, donc ETF World pour chercher un ETF sur le monde. Un ETF Emerging Markets pour les marchés émergents, Asia pour l'Asie, etc. Des ETF, on va dire, globaux sur les zones géographiques. Ensuite, plus précis sur un indice en particulier. Comme l'a bien expliqué Padna, l'essence même de l'ETF, c'est de répliquer un indice. Ici, on a pris des grands indices assez connus, le S&P 500 pour les États-Unis, l'Eurostoxx 50 pour l'Europe. Vous pouvez chercher aussi des ETF sur des pays très précisément pour ceux qui veulent aller un peu plus loin dans leur allocation. Ici, on a pris la France ou le Brésil. Et dans un second temps, très bien pour la diversification, des ETF thématiques et sectoriels. Alors, il existe des dizaines de secteurs. On ne va pas vous les lister tous. Maintenant, nous, à titre d'exemple, on a pris voilà, les banques, IA pour intelligence artificielle, l'intelligence artificielle, et la santé, toujours, n'oubliez pas d'utiliser l'anglicisme, donc banks ou healthcare, par exemple, pour les banques
et la santé. On vous a dit, ça permet aujourd'hui les ETF d'investir sur toutes les grandes classes d'actifs. On a fait les actions, ici vous avez les obligations, le marché monétaire. Le marché monétaire, ça peut intéresser tout le monde, c'est un peu plus à la marge quand même actuellement. On vous a mis quelques mots-clés qui peuvent être utilisés pour rechercher des ETF monétaires, mais on n'y passera pas beaucoup de temps aujourd'hui. Je vais un peu m'attarder sur les ETF obligataires. Pour rechercher vos ETF obligataires, ça va passer par la typologie de votre obligation, c'est-à-dire et plus le nom du pays ou de la zone géographique que vous voulez associer à vos obligations. La typologie d'obligation, on vous l'a mis, donc ça peut être corporate ou government bond. Donc corporate pour les obligations pour des émetteurs privés, souvent des sociétés, et government bond pour des obligations souveraines, c'est-à-dire dont les émetteurs sont des États. Nous avons également en dessous la notation de l'émetteur, high yield ou investment grade, c'est la notation des agences financières des émetteurs. Investment grade pour les mieux notés, high yield pour les moins bien notés qui présenteront plus de risques. Voilà pour la recherche et tout ce que les ETF peuvent couvrir. Une fois que vous avez fait votre recherche, Panna l'a très bien expliqué, vous avez l'émetteur. Donc là, par exemple, pour une recherche ETF Brésil, si je cherche mon ETF sur le Brésil, je vais avoir sur notre site, par exemple, 4 résultats et on verra tous les ETF track, donc le MSCI Brésil. Donc la suite du webinaire, ça va être de vous donner des éléments pour pouvoir justement faire sa sélection dans ces ETF qui sont identiques. Anna, à toi. Alors justement, on va pouvoir décrypter ensemble un ETF grâce à sa dénomination, puisque en effet, dans le libellé, vous avez toutes les informations nécessaires, celui-ci étant extrêmement transparent. Alors, je vous propose de commencer par l'émetteur, puisqu'en général, le libellé de l'ETF commence également par le nom du fournisseur. Donc, l'émetteur, c'est le fournisseur, le producteur de l'instrument financier. On donnera quelques exemples tout à l'heure. Ensuite, vous avez toujours une information sur l'indice boursier qui est donc répliqué. Vous allez avoir l'indice parmi ceux que je vous ai présentés tout à l'heure en début de séance, mais également parfois une information sur sa stratégie ou même sa thématique. On va le voir ensuite. La directive, extrêmement importante, puisqu'on peut savoir dans le livret de l'ETF la directive à laquelle il est soumis. Et vous avez notamment une directive qui est très importante en Europe qui s'appelle donc UCITS, une directive européenne qui vise à harmoniser les règles d'investissement sur les marchés et les supports financiers. Vous pouvez avoir une information également sur la devise, notamment quand il y a un risque de change si l'ETF est investi sur des valeurs étrangères. Et enfin, élément extrêmement intéressant, c'est la politique de distribution, sur lequel, si vous le permettez, je vais m'attarder un petit peu, puisque quand vous investissez dans un ETF, vous allez pouvoir choisir à l'avance, vous allez pouvoir en tout cas avoir connaissance de la politique de distribution des dividendes. Il en existe de deux types, accumulating, distribution. Accumulating, qui veut donc dire capitalisation en français, veut dire que les dividendes vont être capitalisés et réinvestis. A contrario, si vous prenez un ETF distribution, les dividendes vont donc être redistribués, distribués à l'investisseur, et le plus souvent dans l'année. Donc, on est vraiment sur deux politiques différentes par rapport à vos objectifs. Je vous propose de prendre un exemple concret. Vous allez avoir affiché à l'écran le libellé d'un ETF, donc pour le coup un ETF spécifique sur les marchés européens. Donc Lyxor, MSCI, EMU, ESG, Trend Leaders, un peu long, mais qui nous donne beaucoup d'informations. Tout d'abord, en orange ici, vous voyez, c'est le nom de l'émetteur. La société s'appelle Lyxor. Ensuite, on a une information sur l'indice boursier qui est répliqué, qui est donc un indice qui va faire référence à l'évolution des grandes capitalisations des 10 pays les plus développés dans la zone euro et doté des meilleures notes en termes de ESG. Je vais essayer de le décrypter avec vous. MSCI EMU, c'est la partie européenne. Donc, on est sur des capitalisations européennes. Trend Leaders, ce sont les 10 pays développés dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et ESG, c'est pour effectivement faire référence à la stratégie, puisqu'on est sur des pays développés extrêmement bien notés en termes de critères environnement, social et de gouvernance. La directive, ici, c'est UCITS, celle dont je vous ai parlé tout à l'heure, la directive européenne. Pas d'informations particulières sur la devise, ce n'est pas forcément nécessaire, on est sur le marché européen.
Et ensuite, on a la politique de distribution, qui est donc celle de la capitalisation, axe pour accumulating. Les dividendes seront donc capitalisés et réinvestis si vous choisissez cet ETF. On a pris le parti de vous proposer un autre ETF en termes de thématique et de politique de distribution. C'est le iShares Global Corp Bond. Alors, comme l'a dit Frédéric tout à l'heure, il faut vraiment bien utiliser des mots anglais. Hein. Le terme bond veut dire obligation. Donc là, on est sur un ETF obligataire. L'émetteur, toujours le premier mot, iShares. Donc, ce n'est pas un mot, ça ne veut pas dire partagé en anglais. Hein. C'est bien le nom du fournisseur, iShares. Ensuite, on a l'indice de référence boursier. Ici, Global Corp Bond, ça veut dire littéralement donc, des obligations des grandes entreprises européennes. La directive UCITS, pareil, hein, on est sur une directive européenne. Et là, très intéressant, on a une information sur la devise. Euro hedged, pas très joli, mais c'est la devise en euros. Hedged veut dire couverture, couvert. L'euro est couvert précisément, puisqu'il y a un risque de change sur la devise euro. Et donc, il y a une couverture qui est mise en place pour réduire le risque de volatilité du portefeuille. Très intéressant cet exemple aussi. Et enfin, la politique de distribution, ici c'est DIST pour distribution. Donc, si vous choisissez cet ETF, vos dividendes seront distribués à l'investisseur, donc à vous-même, et certainement dans l'année. Voilà. J'espère vous avoir donné toutes les billes pour décrypter le libellé d'un ETF. C'est extrêmement important. Mais bien sûr, il existe d'autres critères pour bien sélectionner un ETF et avoir un portefeuille diversifié. Frédéric, je pense, va les présenter. Effectivement, on va finir par quelques critères supplémentaires pour finaliser la sélection de votre ETF ou de vos ETF. Panna a décrit la dénomination d'un ETF. Juste, je voulais appuyer là-dessus. Je pense que c'est important de bien savoir déchiffrer, on va dire, le nom de son ETF. On y trouve beaucoup d'informations sur l'ETF et également son indice de référence. En plus, qu'on pourrait rajouter sur les critères de sélection, alors les indices de référence, Panna en a déjà parlé, il en existe de multiples, donc ça peut être à vous de choisir également. Bien avoir en tête que comme l'indice réplique l'indice de référence, effectivement, le choix de l'indice de référence est primordial et important dans votre sélection. Dans un second temps, on a l'émetteur. Alors aujourd'hui en France, on a beaucoup d'ETF à notre disposition, beaucoup d'émetteurs également, des émetteurs français, européens et également américains principalement. Donc voilà, chacun peut avoir leur spécificité. Après, ça peut être aussi au loisir de chacun de s'orienter vers un émetteur plutôt qu'un autre. Dans un troisième temps, vous avez la stratégie d'investissement de l'ETF. Hein, donc, ça peut être déjà sa méthode de réplication. Ça peut être également l'indice de référence. Comment est composé l'indice de référence? Donc, la stratégie globale que vous retrouvez dans le document d'information clé, qui est un document réglementaire de chacun des ETF. Petit aparté pendant que j'en parle. Voilà, n'hésitez pas à vous rendre justement sur ces documents réglementaires. Je pense principalement aux documents d'information clé, et également au prospectus et au relevé mensuel. Vous trouverez beaucoup d'informations qui vont permettre de vraiment bien et voire très bien comprendre ce qu'il y a dans vos ETF et leur fonctionnement. Il peut y avoir la politique de dividende. La politique de dividende dans un choix d'ETF, on l'associe souvent à l'objectif d'investissement. Voilà. Est-ce que je vais choisir de capitaliser au fur et à mesure des ans les dividendes ou les coupons qu'il y a dans mon ETF, ou est-ce que je vais choisir la méthode de distribution, comme l'a dit Panna, c'est-à-dire de les récupérer au fil de l'eau. Il y a également les frais. Panna l'a bien dit, aujourd'hui, les ETF présentent l'avantage d'avoir des frais assez faibles. Pour dire assez faibles, c'est qu'on les compare souvent donc, aux OPCVM, leurs cousins, on va dire. Ces frais sont faibles, mais ils ont quand même une incidence sur la performance, et donc c'est important. Une incidence qui peut être faible, mais une incidence quand même. Donc c'est important sur des ETF qui sont similaires de faire attention aux frais tout de même. Les indicateurs de risque, alors comme tout titre financier, il existe des indicateurs de risque pour les ETF qui vont permettre d'identifier le risque de notre ETF. On prend par exemple la volatilité qui mesure les grands écarts, les grandes variations de mon actif par rapport à sa moyenne. Et également le tracking error qui est important pour nous, il a vraiment du sens pour les ETF.
Padman en parlait tout à l'heure. Donc le tracking error, en fait, il compare l'écart type des rendements de l'ETF et de son indice de référence. Donc en fait, en des termes un peu plus simples, en fait, ça va permettre de calculer avec quelle précision l'ETF réplique la performance de son indice. C'est un indicateur qui est exprimé en pourcentage, donc plus il est proche de 0, ça veut dire que plus la réplication va être fidèle. Voilà. Avec la performance, effectivement, de l'indice. Merci, Padma. Je crois qu'on en a fini pour notre présentation. Padma, je vais te laisser conclure et ensuite on passera sur la partie des questions-réponses. Merci Frédéric. Je pense qu'on est d'accord tous les deux pour dire que ces trackers sont d'excellents instruments financiers puisqu'ils permettent de diversifier assez facilement un portefeuille de titres. Aujourd'hui, on en trouve des milliers sur le marché et dans tous les secteurs, des ETF verts, des ETF ESG, des ETF monde. Et on comprend pourquoi c'est devenu un incontournable dans une gestion passive. Ils sont accessibles à partir d'une dizaine d'euros, donc à tout investisseur. Et je pense que c'est un moyen simple et efficace pour investir en bourse. Effectivement. J'espère qu'on a pu vous le montrer correctement. Je vous propose maintenant de passer à la partie des questions-réponses. Alors, on vous avait proposé de pouvoir poser des questions en amont du webinaire. Vous en avez posé beaucoup pendant le webinaire également. On va faire une sélection sur ce qui nous paraît le plus cohérent. Celles qui ne sont pas traitées, je ne vous dis pas qu'elles sont inintéressantes. Il y en a beaucoup de questions qui sont très intéressantes. On va essayer de sélectionner des questions qui peuvent répondre à tout le monde. J'ai vu quelques questions passer dans le chat qui sont plutôt techniques. Donc, ça fait plaisir parce qu'on a des personnes plutôt renseignées qui nous suivent. Mais voilà, on va essayer de pouvoir répondre à l'ensemble des gens présents ce soir et quel que soit le niveau de connaissance que vous avez. Très bien. On commence par ordre d'arrivée. On va respecter ça. Comment acheter les ETF? Très bonne question, toute simple mais très bonne. On vous a présenté aujourd'hui comment pouvoir sélectionner ces ETF. Effectivement, une fois qu'on les a sélectionnés, il est également important de pouvoir les acheter. Détenir des ETF, les acheter, ça va passer par votre enveloppe, votre produit dans lequel vous allez le détenir. Donc, on vous a dit tout à l'heure un titre, PEA, assurance vie. Il faudra bien prendre connaissance en avant des ETF qui sont éligibles à votre enveloppe. Donc, ça peut différencier, la liste peut différencier. Donc, il faut l'avoir en tête. Et ensuite, ça va être comme un titre, comme une action pour ceux qui ont pratiqué. Sur le compte titre, le PEA, ça va être un ordre d'achat. Donc, avec je veux investir un montant X sur mon ETF Y. Donc, un ordre d'achat sur lesquels les frais sont appliqués. Dans un contrat d'assurance vie, ça sera par un arbitrage. Un arbitrage entre mon fonds euro ou une unité de compte ou par le biais d'un versement libre ou programmé. Prochaine question. Où trouver à quoi correspond l'indice ou le sous-jacent de l'ETF? Parfois, c'est exotique. C'est tout à fait vrai. Je vais prendre cette question, si vous permettez, Frédéric, puisqu'on y a un petit peu répondu pendant le webinaire. Tout se trouve dans le libellé. Comme je vous l'ai dit, la dénomination est extrêmement transparente. Donc, vous allez pouvoir retrouver l'information de l'indice qui va être répliqué dans le libellé. Mais si vous voulez avoir plus d'informations sur la thématique ou là, en l'occurrence, votre question portée sur les sous-jacents, qui sont parfois exotiques, n'hésitez pas à vous référer au document d'information clé, le DIC, dans lequel vous allez retrouver toutes les informations. Bien sûr, par ailleurs, vous pouvez aussi faire des recherches directement sur Internet, plus spécifiques, et vous pouvez même aller sur le site de sikavonen.fr pour parler un petit peu de nous, puisqu'on a des fichements qui sont plutôt bien réalisés sur les ETF avec une composition très précise des sous-jacents par thématique, par secteur et même parfois le nom de chaque société qui représente l'indice de référence. Effectivement. Alors, je crois qu'on a une nouvelle question qui va être plutôt pour toi, Padma. Donc, quel ETF pour un PEA-PME indexé sur les bourses mondiales? Alors, PEA-PME, ça c'est le point important, et bourse mondiale. Avant de répondre à cette question, je rappelle quand même que le PEA-PME n'accepte que des valeurs de petites et moyennes entreprises européennes. Ça, c'est le premier point. Donc, par déduction, il est peu probable quand même que des indices, des ETF monde puissent être éligibles au PEA-PME.
Par contre, vous pouvez avoir des ETF monde dans un PEA. Vous pouvez investir dans votre PEA sur ces ETF indexés sur des bourses mondiales. Il y aura certaines conditions à respecter quand même. Tout d'abord, celle de l'enveloppe, comme Frédéric l'a dit tout à l'heure, hein, l'enveloppe du PEA est quand même très spécifique en termes de fiscalité et aussi de composition, puisqu'il faut qu'il soit à prépondérance action. Mais également dans la méthode de réplication, puisque un ETF monde dans un PEA va utiliser une réplication synthétique plutôt qu'une réplication physique. Donc, ce ne sera pas une réplication totale. Alors, une autre question. Quels sont les ETF éligibles dans un PEA? C'est bien. Les questions sont liées entre elles. Les ETF éligibles dans un PEA. Donc, on a dans le PEA des conditions d'éligibilité, des conditions d'investissement pour les titres. Par exemple, quand vous détenez des actions dans un PEA, il faut que le siège social de l'entreprise qui a émis l'action soit situé en zone européenne. Par exemple, pour qu'un ETF soit éligible dans un PEA, il faut qu'il détienne 75% de titres, voilà, par exemple d'actions, si on est sur des actions, dont le siège social est dans la zone européenne. Donc, vous allez retrouver beaucoup d'ETF investis sur l'Europe. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, sur nos grandes catégories, ça peut être des ETF qui sont globaux sur l'Europe, des ETF sur les différents pays européens, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, etc. Sur des thématiques, des secteurs, mais concentrés sur l'Europe, les banques européennes, les sociétés de technologie européennes. Donc voilà, beaucoup de choses sur l'Europe, de par, on va dire, par rapport aux caractéristiques, du PEA, mais vous pouvez retrouver, comme Panna l'a dit, des ETF également investis sur le monde, sur les États-Unis. Ça va passer, Panna a très bien expliqué tout à l'heure, par une réplication synthétique et non pas physique pour pouvoir justement rentrer dans les critères d'éligibilité du PEA. Très bien. Alors ensuite, on a une autre question qui est plutôt sur l'enveloppe, j'ai l'impression. Peut-on avoir un compte lorsqu'on vit à l'étranger? Alors, ça ne concernera peut-être pas tout le monde qui nous écoute aujourd'hui, mais déjà, il faut bien distinguer le type de compte. Je rappelle que les comptes titres, c'est une famille dans laquelle on peut retrouver différentes enveloppes, le PEA, le PEA-PME et le compte titre ordinaire. Le PEA n'est ouvert qu'à des résidents fiscaux français. Donc, on ne peut pas ouvrir un PEA lorsqu'on vient à l'étranger pour y loger des ETF. Par contre, vous pouvez effectivement souscrire à un compte titre qui est tout à fait éligible pour des non-résidents et donc investir sur des ETF avec nous notamment. Cependant, il faudra toujours bien veiller à se référer à la convention fiscale qui lie la France et le pays dans lequel vous résidez si vous êtes à l'étranger, puisqu'il peut y avoir des conditions bien spécifiques. Il y a notamment une liste de pays qui ne rentrent pas dans les conditions acceptées, mais globalement, dans des pays notamment européens, vous pouvez ouvrir un compte titre et loger des ETF de différents indices et de différentes thématiques et secteurs géographiques. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Maintenant, on va passer aux questions. Donc, ça va être les questions que vous nous avez posées pendant le webinaire. Donc, on va les sélectionner de la même manière que je vous ai évoqué tout à l'heure. Alors, on peut avoir, par exemple, quel ETF recommandez-vous pour se positionner sur le Nasdaq? Alors, effectivement, très bonne question. Un ETF pour se positionner sur le Nasdaq, ça va être tout simplement un ETF Nasdaq, c'est-à-dire qu'il va répliquer le Nasdaq. Le Nasdaq, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un indice américain sur les entreprises liées à la tech, à la technologie américaine. Donc, c'est un indice qui ressemble toutes les grandes entreprises technologiques des États-Unis. Et c'est un indice. Donc, vous allez pouvoir trouver assez facilement des ETF qui répliquent le Nasdaq en recherchant ETF Nasdaq, comme on vous l'a démontré lors de notre explication sur la recherche d'ETF. Et ça marche pour tous les indices. Le Nasdaq c'en est un. Vous pourrez trouver assez facilement un ETF sur le Nasdaq. Autre question, ETF Leverage x3. Donc, effectivement, on n'a pas parlé des ETF à effet de levier aujourd'hui. On est resté spécifique au fonds indiciel. La question, peut-on perdre la totalité de notre investissement, comme par exemple avec les turbos? Je pense qu'on l'a présenté, on a des avantages, mais en face de ces avantages, il y a en contrepartie des risques. Et le risque inhérent, il n'est pas que pour les ETF, il est pour tous les instruments financiers, risque de perte en capital. On est sur des produits cotés en bourse,
qui s'échangent facilement sur les marchés, mais qui ont un risque de perte en capital, puisque l'ETF va répliquer l'indice. Et ce même indice, lui, peut, encore une fois, être soumis à la hausse ou à la baisse des marchés. Donc, l'ETF Leverage x3, lui, en effet de levier, va pouvoir avoir des rendements effectivement multipliés, mais également des risques multipliés. Donc, pour répondre à votre question, oui, on peut perdre son investissement sur un ETF à effet de levier, comme n'importe quel instrument financier où il y a un risque de perte en capital. Effectivement. Ensuite, on a une question. Les ETF sur les crypto-monnaies ou les métaux précieux sont-ils pertinents? Alors oui, ils sont pertinents. Bien sûr qu'ils sont pertinents, comme tout type d'autres ETF. On va rappeler, voilà, sur la crypto-monnaie, sur les métaux précieux, ça va être des ETF à réplication synthétique, hein, principalement. Sur les métaux précieux, effectivement, l'ETF ne va pas acheter des quantités d'or, par exemple, sur l'or pour répliquer la performance. Donc, il va utiliser des produits dérivés pour répliquer la performance. Mais effectivement, ça peut avoir de la pertinence. Ça peut avoir de la pertinence toujours voilà, en respectant bien des règles de base telles que la diversification. Si vous voulez avoir un ETF sur les métaux, prenons un métaux précieux, l'or, comme c'est souvent le cas, on va dire que c'est le plus démocratisé. Vous pouvez posséder un ETF or dans votre portefeuille comme valeur de refuge, comme c'est souvent présenté. Voilà, toujours en bien diversifiant. Pour la crypto-monnaie, c'est pareil. Pour les personnes qui ne veulent pas ou qui ont des difficultés à investir en direct dessus, si vous trouvez un ETF sur les crypto-monnaies, ça peut avoir du sens. Voilà, toujours en bien respectant la diversification, ne pas en mettre plus qu'il ne faut. Alors, on a une autre question. On va finir, je pense, encore une ou deux questions. On va vous prendre le reste de la soirée. Quelle est la fiscalité des ETF? Et je pense qu'on peut la combiner aussi avec une autre question sur la fiscalité. Ne devons-nous pas privilégier les ETF AXE, donc à comprendre capitalisation, quand on vise un ETF hors métropole? Alors, la fiscalité des ETF, tout simplement, hein, les ETF, ce sont des produits financiers. C'est la fiscalité des plus-values mobilières. Ce sont des dividendes. Donc, vous êtes fiscalisé sur la distribution des dividendes. Si vous prenez la partie capitalisation, ils sont réinvestis. Donc, tant qu'ils sont réinvestis, ils ne sont pas soumis à fiscalité. Et si, effectivement, vous prenez la partie distribution et que vous les retirez, vous êtes soumis à la fiscalité des dividendes. Ensuite, c'est aussi la fiscalité de l'enveloppe dans laquelle vous les avez placés qui va donc faire foi. On a une fiscalité qui est assez attractive quand même, il faut le dire, sur un PEA. On a une fiscalité qui est différente sur l'assurance vie puisque les ETF sont également éligibles à l'assurance vie. Frédéric vous l'a dit tout à l'heure, avec une antériorité fiscale qui peut être intéressante entre 0 et 4 ans et 4 et 8 ans. Et après, le compte titre, comme vous le savez, on a la flat tax qui s'applique. Mais on va avoir donc, pour répondre à votre question, la fiscalité des ETF, c'est celle des dividendes. Et tant qu'elle n'est pas sortie de l'enveloppe, elle ne s'applique pas jusqu'à ce que celle de l'enveloppe fasse foi. Et donc là, c'est vraiment particulier à chaque enveloppe que vous aurez choisie. C'est ça. Alors, on avait une autre question. Bonjour. Donc, pour quelle raison le nombre d'ETF est limité dans les assurances vie? Pourquoi ne pas privilégier accumulation au lieu de distribution? Les ETF de chez Vanguard sont rares dans les assurances vie. Pour quelle raison? Beaucoup de questions dans une seule. Effectivement, alors on parlait des enveloppes. Sur l'assurance vie, vous pouvez trouver généralement une liste d'ETF plus restreinte que sur un compte titre ou un PEA. Ça, c'est directement lié au choix de l'assureur. L'assureur, c'est celui qui crée le contrat et qui le propose. Et donc, c'est lui qui choisit avec quelles unités de compte, parce que les ETF dans une assurance vie, c'est une unité de compte. C'est l'assureur qui va choisir quelles unités de compte il va vouloir proposer dans son contrat. Les ETF de chez Vanguard sont rares dans les contrats d'assurance vie. Effectivement, c'est plutôt peut-être la culture, l'historique des relations entre Vanguard et les assureurs français. Mais voilà, ça c'est une autre histoire. On en prend une dernière et ensuite on vous libère. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Alors, on était dans quel sens? Alors, que signifie le sigle leverage? Je vais juste le prendre rapidement. Leverage, c'est de l'anglais qui veut dire levier. Et donc, on est sur des ETF à effet de levier. On n'en a pas parlé aujourd'hui, mais effectivement, on peut avoir des leviers
x2, x3, x4. Pour répondre à votre question, le cycle, c'est vraiment pour l'ETF effet de levier plus spécifiquement. Je pense qu'on peut en prendre une dernière, Frédéric. Oui, on peut en prendre une ou deux dernières encore, très rapidement. Je n'ai pas l'impression qu'il est facile de distinguer les ETF favorisant la distribution et ceux favorisant la capitalisation. Pouvez-vous m'éclairer sur le sujet? Je vais prendre une seconde. Je vous inviterai, pour la personne qui a posé cette question, à revisionner le début du webinaire. Peut-être que vous n'étiez pas là. Tout simplement, vous allez distinguer la distribution ou la capitalisation des revenus dans l'intitulé de l'ETF avec ACC pour Accumulation ou DIS pour Distribution. Ça fait beaucoup de questions, il y en a encore des questions qui arrivent et ça montre votre motivation, votre engouement. On vous remercie beaucoup. J'espère que le webinaire vous a plu, a pu vous aider. Bien sûr, il y a une suite à ce webinaire. Pour toutes les personnes à qui on n'a pas répondu aux questions maintenant en live, ne vous inquiétez pas, toutes les questions seront listées. Nous allons aussi vous apporter une réponse et elles vous seront toutes communiquées à l'issue des webinaires. Dans les communications du webinaire, vous avez pu également avoir nos coordonnées. N'hésitez pas à nous contacter directement si vous avez des questions ou si vous êtes intéressé par les ETF ou par certains de nos produits. N'hésitez pas. Encore merci d'avoir été si nombreux. Merci Panna d'avoir été là. Et je crois qu'on va pouvoir clôturer maintenant. À bientôt. Merci à tous. Au revoir à tous.